Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le 14 avril 2008, les Camerounais, au travers de la promulgation de la loi 2008-001 du 14 avril 2008, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 96-06 du 18 janvier 1996, portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, expérimentaient une fois encore la modification de leur loi fondamentale. Un amendement constitutionnel qui tournait autour de la levée du verrou de la limitation du mandat présidentiel. Une disposition diversement accueillie par la classe politique camerounaise. Si certains y voyaient une façon pour le peuple de choisir librement son dirigeant, sans exception, d'autres, de l'opposition principalement, trouvaient qu'un sérieux coup avait été porté à la démocratie à travers l'un de ses principes, qui est l'alternance au pouvoir. Ces fervents défenseurs de la limitation du mandat présidentiel voient à travers cette disposition une manière d'éviter de sombrer dans le gouvernement perpétuel, synonyme de dictature. Mais force est de reconnaître que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, comme tous les vendredis, ce sera au tour de Nadine Diambo de déclamer le 20h le plus attendu de la planète. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Révision de la Constitution, est-ce un impératif? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Paul Eyoum, bonsoir. Bonsoir à Jalin, bonsoir à tous les Camerounais. Permettez-moi en 30 secondes de dénoncer quelque chose qui se passe dans nos quartiers depuis quelques semaines. En fait, il y a des personnes qui se présentent dans les domiciles comme des agents INEO qui diagnostiquent, qui regardent les compteurs et qui disent qu'il y a des anomalies et pourtant il n'y en a pas, qui essaient de spolier les populations, leur extorquer de l'argent parce que nous en avons été victimes. Nous sommes allés à INEO qui a ordonné immédiatement que ces gens reviennent remettre le compteur, à jour, quoi. Et ils sont revenus? Ils sont revenus. Donc c'est pour dire aux Camerounais de faire très attention. Ça veut dire que INEO les connaît? Bon, ce sont des sous-traitants. Des sous-traitants. Donc il faut que les Camerounais fassent très attention, qu'ils ne se laissent pas dans ce type d'entourloupe. Merci Paul Eyoum de l'UDC. En face de vous, Moïse Ngidjongan. Bonsoir Moïse. Bonsoir Bonsoir Serge Alain. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur le plateau de la télévision, vous avez dit, du peuple. Equinox soir et surtout sur le plateau de cette émission très très écoutée, il faut le dire, et qui aujourd'hui plus que jamais s'affirme dans le concert des émissions, même au niveau du monde. Je voudrais profiter de votre antenne pour une fois de plus joindre ma voix à celle de la grande famille de la presse qui pleure encore Samuel Ouazizi et joindre également ma voix à celle du SDF par le communiqué du président, la sortie du premier vice-président national, l'honorable Joshua Ozi, à savoir l'ouverture d'une enquête. Et même plus loin encore, nous sommes toujours en attente d'une enquête plus approfondie sur les événements de Ngarbo. Aujourd'hui, il est temps pour les Camerounais de rester éveillés, très vigilants, parce qu'avec le dernier développement, notamment
le serment en mi-journée du professeur Joseph Ouna, il va sans dire que la session de juin n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets et donc nous nous attendons à une abondante activité politique dans les jours qui viennent. Voilà. Nous allons donc essayer de comprendre ce qui se passe à Yaoundé parce que nous avons invité une fois de plus dans cette émission Aristide Mono, analyste politique bien connu. Bonsoir Aristide. Là, visiblement, il n'est pas prêt. Bonsoir, c'est toujours avec plaisir que je prends part à ces échanges de zéro sur votre chaîne. Voilà, Aristide Mono, on va tout de suite planter le décor. Une constitution, on sait que ce n'est pas quelque chose de figé, ça évolue avec le contexte, le temps. Il faut s'adapter. Est-ce que vous pensez que nous sommes rendus en 2020 ? Est-ce qu'il ne faut pas tout allaiter? On va le dire comme ça. La Constitution de 87. Déjà, permettez-moi de corriger rapidement quelque chose qui échappe à plus d'un Camerounais aujourd'hui, c'est-à-dire l'illusion d'une Constitution de 1996. Il n'y a pas eu de Constitution en 1900. Oui, des petits soucis avec Aristide Mono. Je commence également par vous. Poléum, 96, c'est loin derrière nous, 24 ans. Est-ce que c'est encore adapté au contexte? Bon, déjà, vous savez, nous autres qui revendiquons la réforme du système électoral, si vous revendiquez la réforme du système électoral, ça veut dire que vous revendiquez aussi une modification de la Constitution. Parce que si on change le code électoral, qu'on reconnaît la majorité électorale, par exemple, à 18 ans, il faut que la Constitution soit en harmonie. Si, par exemple, on instaure la limitation d'âge pour la candidature à la présidentielle, il faut qu'elle soit en harmonie. Donc, le débat sur la Constitution, il y a ces éléments déjà qu'il fallait revendiquer. Il y a la séparation des pouvoirs qu'il faut encore accentuer parce que vous savez, nous avons une constitution, nous sommes d'un régime qui est présidentialiste. Aujourd'hui, il est question de donner plus de pouvoir au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Donc, quand on regarde le contexte, le climat politique actuel au Cameroun, on se dit oui, il faut modifier la constitution. Maintenant, la question est quels sont les éléments de la Constitution qu'on va modifier? C'est là où j'ai parlé, par exemple, de la réforme du code électoral. Certains, avec le climat actuel au Cameroun, il parle, c'est-à-dire c'est un débat, moi je n'appelle pas ça du gré à gré, parce que moi je considère que nous sommes dans le débat sur l'utilité du poste de la vice-présidence. Déjà, je dis aux Camerounais qui nous regardent actuellement, la constitution du Cameroun... Ce débat sort d'où, vice-présidence? Bon, pourquoi absolument un vice-président? Bon, je m'explique. En fait, quand vous observez les pays africains depuis l'indépendance, vous allez constater que la plupart des pays, après des régimes comme le nôtre, finissent toujours par un bain de sang. Il y a toujours une période où il y a un bain de sang parce qu'il y a les appétits, des gens veulent le pouvoir, c'est une période de transition. Donc souvent, le poste de vice-président est en quelque sorte un garant d'une certaine stabilité, le temps qu'un mandat s'achève. Maintenant, c'est un inconvénient, c'est que ça permet aussi à la confiscation du pouvoir. Si le président de la République actuellement peut estimer, je dis bien, il peut estimer que vu le contexte actuel du Cameroun, où nous avons une opposition qui est divisée en deux, une opposition qui est modérée, qui estime que nous devons toujours aller à la compétition électorale, une autre qui est extrémiste, qui dit que vaut mieux, on sème peut-être le chaos, et vous avez dans le pouvoir ceux qui sont modérés, qui disent que peut-être si nous allons aux élections, nous sommes battus, nous devons accepter notre défaite et changer le pays, et il y a d'autres qui sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Oui. Face à cette situation, vous regardez, il y a une montée du tribalisme, il y a beaucoup de problèmes sociaux dans le contexte politique actuel. Donc le président de la République peut se dire, tous les éléments d'un cocktail Molotov sont là. Est-ce que si il y a une vacance du pouvoir à cet instant, est-ce que les hommes politiques camerounais seront assez matures pour aborder cela, pour aller aux élections de manière normale, comme la Constitution actuelle le dit, c'est-à-dire le président du Sénat a sur la vacance du pouvoir, il a 20 à 120 jours pour organiser une élection présidentielle. La question est, est-ce que ces 4 groupes politiques que j'ai cités sont matures, sont assez matures pour laisser les égaux pour accepter cela? Donc c'est pour ça que, le débat de la vice-présidence s'impose. Seulement, il y a un problème. C'est qu'on aurait pu penser à cela avant l'élection présidentielle de 2018, soit pour qu'il y ait un ticket. Effectivement, parce que
qu'un président, vice-président. Effectivement, parce qu'un vice-président est élu. Voilà. Il n'est pas nommé. C'est là où les autres parlent de gré. Donc je reviendrai tout à l'heure pour vous donner encore plus de précision à ce niveau. Ce que moi, si j'étais président de la République, j'aurais fait dans le contexte actuel. Voilà, Moïse Guidjolgan, je reviens à ma question première. 96, c'est assez loin. Est-ce qu'en 2020, il est impérieux de toiletter un peu 2016? Serge Alain, 96. Serge Alain, vous avez commencé par le dire dans votre propos introductif. Oui. Que l'initiative de la révision de la Constitution relevait de la seule compétence du président de la République ou du Parlement. C'est l'article 63 dans ces 3 premiers articles. Mais il y a également la voie référendaire. Toujours est-il que là, c'est le président de la République. Je voudrais ici attirer l'attention du peuple camerounais. Le président de la République et les 280 autres personnes, autres Camerounais qui composent le Parlement, ne sont pas les seules personnes intelligentes sur les 30 millions de Camerounais que nous sommes à peu près aujourd'hui. Et là se joue le destin et l'avenir du pays, comme l'a dit. Ils sont les élus. Comme l'a dit Paul Tal, oui, ils sont les représentants du peuple. Oui. C'est vrai, ils ne sont que les représentants du peuple. Mais le peuple reste le seul souverain. Le peuple reste le seul souverain. La Constitution de 96, évaluons-la. Qu'est-ce que nous en avons fait? Elle semblait avoir en son sein une disposition particulière pour l'accélération ou la mise en place de la décentralisation. Où en sommes-nous 24 ans après? Aujourd'hui, nous en sommes à un niveau où les préfets et les sous-préfets sont devenus ceux-là même qui gèrent les communes en lieu et place des maires. Les maires sont devenus, particulièrement à la faveur de la distribution du don spécial du chef de l'État dans le cas de la lutte contre le Covid, les maires sont devenus simplement des manutentionnaires. Des manutentionnaires. Les commissions sont là, président, le sous-préfet au niveau de l'arrondissement, au niveau du département, le préfet, et on voit donc des maires transporter simplement des seaux pour les distribuer. Je ne veux pas m'attarder dessus. Est-ce que nous avons suffisamment épuisé la Constitution de 96? Je ne le pense pas. Est-ce qu'elle a ses limites? Oui, parce que quelqu'un l'a dit, la Constitution c'est un vêtement. On peut l'enlever à tout moment et puis le remettre. Nous leur en sommes gré, mais ce que nous disons, c'est que si nous nous limitons à ce que nous avons un Parlement ou un parti qui est au pouvoir, le RDPC, est largement dominant, je veux dire dominant, et qu'ils veulent s'arroger comme à son habitude. Je vous rappelle les chiffres. Comme à son habitude, vous voulez le rappeler si vous voulez pour les téléspectateurs, qui s'arrogent comme à son habitude et de manière toujours arrogante le pouvoir de passer par la voie parlementaire. Nous interpellons les parlementaires à prendre leurs responsabilités sur les incidences d'une telle démarche. Sur les incidences d'une telle démarche. Pour nous autres, comme l'a dit Paul, nous appelons nous aussi, c'est un combat de longue haleine pour ce qui est du SDF, la révision du code électoral, etc. Avec tout ce que cela implique comme changement, le bulletin unique, le scrutin à 2 tours majoritaires. Mais il y a une chose qui est sûre. Nous entrons de fait, ou alors nous sommes de plein pied déjà dans la transition. Elle peut durer 5 ans, parce que nous avons normalement des élections présidentielles prévues dans 5 ans, tout comme elle peut à tout moment intervenir. Elle peut intervenir à tout moment, soit le président Biya, comme son prédécesseur, décide de se retirer, et nous allons être obligés d'aller aux élections. Soit alors, le président Biya prend une autre disposition constitutionnelle, parce qu'il en a le pouvoir de prendre l'initiative, et ce type de constitution maintenant est mise en place et qui décide, qui demande d'appeler les Camerounais aux yeux, nous y allons. Le vrai problème n'est pas la révision de la Constitution en ce moment. Le vrai problème, c'est d'acter la transition. D'acter la transition pour que toutes les institutions de la transition jouent pleinement leur rôle. Il ne faudrait pas que nous soyons distraits. Dans tous les cas, nous, au SDF, nous n'entendons pas être distraits. Nous n'allons pas continuer à être distraits sur l'idée d'un débat sur la révision de la Constitution. La Constitution, on veut la réviser, le président va déposer un projet de loi. Ou alors le Parlement, on dit simplement un tiers. Ouais. Il peut permettre à son parti, parce que il est majoritaire à l'Assemblée, un tiers de l'une des chambres signe une pétition et puis on convoque le Parlement en congrès. Donc là, ils ont toutes les cartes en main. Mais
Est-ce que ce n'est pas un cocktail? Est-ce que ce n'est pas un cocktail? Paul l'a dit tout à l'heure. Donc il faut que, toute proportion gardée, qu'on prenne en compte les desiderata des Camerounais. Okay. Le lieu pour moi ici de dire qu'il faut mettre un coup de pied, un coup d'accélérateur sur les résolutions de ce qu'on a appelé il y a peu le grand dialogue national, oui, et envisager de ne pas exclure un seul Camerounais sur le théâtre des opérations qui nous concernent tous. C'est-à-dire, par exemple, la lutte contre le Covid. Le SDF l'a dit, le coronavirus tue tout le monde et nous invitons le gouvernement à continuer à permettre à tous les Camerounais de tous bords, de quelque formation politique qu'ils soient, de quelque confession religieuse, de quelque association qu'ils soient, qu'ils soient de la diaspora ou pas, de participer à la lutte. Nous avons parlé d'union sacrée. Ce terme est repris aujourd'hui comme en cœur par nos gouvernants, mais c'est nous qui avons prononcé ça en premier. Et nous pensons donc qu'il s'agit de l'avenir du Cameroun et qu'aucun Camerounais ne doit être exclu sur le débat qui concerne l'avenir de notre pays. Voilà, on va repartir donc à Yaoundé. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Bonsoir une fois de plus, Aristide Mono. Je disais ceci, la loi numéro 96/006 du 18 janvier 1996, 24 ans après, est-ce qu'elle ne mérite pas un toilettage? Une fois de plus, bonsoir Serge Alain Otoua. Je m'excuse pour le désagrément. Je disais tantôt, tout à l'heure, que la Constitution ne relève pas des 10 commandements de Moïse. Elle est susceptible d'être modifiée au gré des contingences, au gré des exigences sociaux politique. Et depuis 1972, depuis des décennies, il y a ce problème qui se pose avec beaucoup d'acuité, c'est-à-dire la question de la rédaction de la nouvelle constitution. Je l'ai précisé tout à l'heure, le Cameroun n'a pas eu de constitution en 1996, on n'a plus qu'une révision de la constitution de 1972. Allez donc savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une nouvelle constitution en 1996. C'est tout simplement parce que à un moment donné, l'ordre dirigeant, l'ordre dominant, qui avait peur de la poussée pluraliste qui était émergente, c'est-à-dire portée par des voies alternatives des années de braise, a donc décidé de vicier l'alternance ou alors de sacrifier comme ça toute tentative d'alternance en mettant donc sur pied en fait une constitution qui allait lui permettre de se reproduire et de s'éterniser s'il faut décennies avant même la constitution, avant la modification de la constitution de 72 en 96. Il y a cette urgence-là de la mise sur pied d'une nouvelle constitution. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre sur pied une nouvelle constitution? Tout simplement pour adapter en fait le fonctionnement de notre État aux réalités de l'heure. Nous avons aujourd'hui les tendances centrifuges qui sont émergentes et qui restent très pesantes. Vous savez, la crise anglophone, qui est l'une des manifestations des forces centrifuges, c'est-à-dire des communautés ethno-régionales ou alors ethno-territoriales qui ne se reconnaissent plus dans le format de l'État unitaire décentralisé, qui, ma foi, n'est pas effectif aujourd'hui. Il y a une certaine exigence qui est portée par alternative à partir de sur la base de cette petite revendication, il y a lieu de questionner et de renouveler les dispositions qui encadrent le fonctionnement donc de l'État. Vous avez des propositions qui avaient été faites par la commission Obona qui ont été totalement gelées et masquées par le législateur de 1996. Vous avez par exemple la limitation des mandats présidentiels, ce qui a été levé récemment en 2008. Vous avez la question même des élections à 2 tours qui avait totalement été rejetée par l'ordre dirigeant. Vous avez la question aujourd'hui de la durée du mandat présidentiel. Vous avez l'article 5 de la Constitution qui présente la République en chef républicain. Pour ne pas parler d'un monarque pour rester un peu modéré dans les propos. Donc je pense que au regard de tous ces aléas, au regard de toutes ces exigences, avec la crise anglophone ou alors la montée en puissance des replis identitaires, il y a lieu de revoir la Constitution de 1972, je précise la Constitution de 1972, la revoir et mettre sur pied une nouvelle Constitution. Donc en fait, Serge Alain, le problème de la modification n'est pas un souci en soi.
comme je l'ai dit, les constitutions ne sont pas les 10 commandements de Moïse, elles ne sont pas statiques, elles doivent évoluer. Le véritable problème, c'est lorsqu'on essaye de limer ou de tailler la constitution à la mesure de l'individu, d'un plan ou d'un groupe tiré. Dans certains moments, ça devient permis. Alors, parce que en tant que pouvoir se définir, ça il faut avoir la princesse avec la constitution de Strasbourg et la modification de 2008. Le débat en principe sur la modification ne devrait pas s'opposer, on devrait être dans une logique contre et pour, on devrait être plutôt sur le contenu de la modification. Maintenant, c'est tout simplement un ordre hégémonique. Là, c'est à un moment de mieux on reste avec la question de Strasbourg, qu'elle a été publiée en 1996. Donc, je pense que le véritable, ce qu'on veut faire de la modification, mieux qu'on fait que cette modification. Voilà, on a quand même retenu que ce n'est pas figé. Il y a des éléments nouveaux qu'il faut adapter. Aujourd'hui, il a parlé de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Effectivement. Donc ça devient impératif, donc. Même les résolutions du grand dialogue, oui. Il faut que ces résolutions du grand dialogue soient en harmonie avec la Constitution. Donc il y a tous ces éléments. Donc nous sommes là dans une situation, je crois que les discours que vous avez suivis ici, tout le monde est quasi unanime qu'il faut réviser la Constitution. Le problème qu'il y a, c'est que ceux du pouvoir, est-ce qu'ils entendent de cette oreille? C'est d'abord la question à se poser, parce que peu importe ce que nous dirons, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui sont aux affaires. Et moi, je disais, si j'étais le président de la République en l'état actuel, je tiendrais un discours pour dire aux Camerounais que j'organise premièrement un référendum. Un référendum sur la vice-présidence. Pourquoi? Parce que je veux d'abord susciter le débat pour que le peuple s'en approprie, peut-être un mois, c'est-à-dire le jour où je fais mon discours, le référendum aura lieu dans un mois, pour qu'il en discute, pour que je sache ce que le peuple en pense. Le jour du référendum, si le oui l'emporte, c'est une bonne chose. Si le non l'emporte, je prends acte, mais je vais quand même déposer mon projet de loi à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, les réalités... Pourquoi encore? Non, tout simplement parce que vous savez, les réalités du sommet ne sont pas celles que le peuple pense. Vous comprenez un peu? Nous, par exemple, qui sommes des hommes politiques, qui sommes avisés, on voit qu'il y a tous les signes du cocktail Molotov. Le Camerounais lambda, lui, ne peut pas le voir dans ce sens. Et le président de la République est responsable de tout ce qui va se passer. Étant donné que je suis responsable de cela, je ne peux pas laisser mon pays avec des indicateurs qui peuvent le plonger dans le chaos. Je vais donc à l'Assemblée nationale, je soumets mon projet de loi, étant donné que j'ai la majorité parlementaire, il passe. Ensuite, je fais un deuxième référendum. Ce référendum-là, lui, là, c'est maintenant pour désigner le vice-président. Je peux faire un référendum. Par exemple, je choisis mon vice-président. Je soumets à l'approbation du peuple. C'est-à-dire, est-ce que le peuple est d'accord avec ce président, oui ou non? Je peux faire des propositions, c'est-à-dire donner 3, 4, 5 noms. Et le peuple choisit. Ou j'organise plutôt des élections. Et moi, j'opte pour la troisième option. J'organise des élections. Et dans mon projet de loi... Vous élire le vice-président? Vous élire le vice-président. Et dans mon projet de loi, étant donné que je suis président francophone, j'exige que le vice-président soit un anglophone pour respecter non seulement les accords de Fumban de 1961, oui. Mais avec le contexte de la crise anglophone. Pour tempérer un peu les... Pardon? Pour tempérer un peu les... Oui, pour tempérer. Et nous sortons du grand dialogue. On a créé les commissions du bilinguisme. Donc, il faut donc que mon acte soit en harmonie avec toutes ces dispositions. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait quand il y a vacances du pouvoir, les Camerounais eux-mêmes auront choisi leur vice-président. Ça veut dire qu'ils auront choisi celui qui va achever le mandat au cas où je ne l'ai pas. Maintenant, il y a un autre enjeu. C'est que le vice-président ne sera pas forcément candidat à 2025. Parce que le RDPC, il y a un enjeu dans le RDPC. C'est le futur président national du RDPC, étant donné leur test, qui sera candidat de leur parti. Et celui qui sera vice-président actuel ne sera pas forcément le président du MSC. Du candidat du RDPC. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire... Il y aura élection, non? Mais il y aura élection, bien sûr, il y aura élection. Je parle bien des élections. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire... Je dis pour désigner le candidat du
RDPC. Ça concerne leur parti. Je ne suis pas militant du RDPC, donc je ne m'aventure pas là-dessus. Ça les concerne. C'est eux qui choisiront leur candidat selon leur statut. Maintenant, quand je dis ça, je veux dire une chose. J'ai l'habitude de dire, la politique ressemble à 4 choses. Premièrement, la politique ressemble à l'amour. Parce que quand vous aimez, et avec trop de passion, vous plongez dans la déraison. Et la politique, c'est exactement pareil. Quand vous la faites avec trop de passion, vous n'êtes plus réaliste. Parce que même quand vous êtes amoureux, vous aimez une femme, vous ne voyez plus ses défauts. Elle peut même commettre des actes, vous ne les voyez pas à cause de l'amour aveugle. Deuxièmement, la politique ressemble à la bourse, c'est-à-dire le marché des capitaux. Il y a des données tous les jours en politique. Troisième chose, la politique ressemble à votre métier, le journalisme. Parce que en politique comme dans le journalisme, les gens arrivent là par effraction. Donc ils arrivent généralement, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et quatrième chose, le journalisme ressemble au football. Le football, il y a toujours des saisons. Chaque saison, c'est comme ça la politique. Il peut y avoir les élections internes au gouvernement des organes de base. Il peut y avoir les élections municipales, législatives, présidentielles et autres. Il peut y avoir les enjeux actuels comme la vice-présidence. Tout ça fait partie de la saison. Quand je finis de dire ces 4 choses, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que premièrement, il faut être réaliste. Les gens qui dirigent ce pays, ils ne feront pas ce que je viens de dire, organiser les élections à la vice-présidence. Donc il faut déjà s'attendre à cela, nous de l'opposition. Et même si on laisse la constitution telle qu'elle est actuelle, qu'il y a vacance du pouvoir, on va aux élections, n'oubliez pas que le RDPC tient le système électoral. Ça veut dire que nous-mêmes, l'opposition, nous ne sommes pas sûrs de gagner cette élection en cas de vacances, comme en 2025. Donc, le vrai combat, c'est sur le changement du système électoral pour que le parti au pouvoir, parce que ça peut mettre l'UDC demain, mais avec ce code électoral, nous, on va tenir les leviers du système électoral. Et moi, je fais la politique pour les convictions, pour les idées, pas pour le changement des hommes. Et deuxièmement, quand je vous ai dit la bourse, c'est qu'il faut prendre les données actuelles qui sont là, qui sont présentes. Troisièmement, vous êtes le journaliste, c'est pour dire aux hommes politiques qui agissent souvent, je ne sais pas si c'est par sentiment ou c'est en quête de visibilité, de faire attention aux actes qu'ils posent, parce que ça peut les rattraper demain. Et quatrièmement, comme je vous ai dit, nous sommes en pleine saison politique. L'un des grands enjeux de cette saison, c'est cette vice-présidence. Donc, le vrai problème aujourd'hui de l'opposition, c'est d'exiger une réforme du système électoral pour que la Constitution reste telle qu'elle est maintenant, ou qu'on la modifie pour la vice-présidence, qu'on ait au moins le sentiment que nous allons à une élection libre et transparente et que les Camerounais, après le président Biya, eux-mêmes choisiront, ils auront le sentiment d'avoir choisi le président de la République. Et je veux dire une dernière chose aux 4 groupes politiques que j'ai dit, c'est-à-dire l'opposition qui est modérée, l'opposition qui est extrémiste, ceux du pouvoir qui sont extrémistes, qui croient qu'il faut rester au pouvoir à tous les prix, et ceux du pouvoir qui sont modérés, que si le Cameroun est l'un des rares pays d'Afrique qui n'a jamais connu de régime militaire, nous, les hommes politiques, nous devons savoir une chose. Si nous ne nous entendons pas de manière consensuelle, par le dialogue sur l'organisation des élections dans notre pays, si le président de la République, la Constitution fait de lui le garant de la Constitution, l'armée reste celle qui garantit la souveraineté et la sécurité du peuple. Parce que l'armée ne va pas nous laisser, nous les hommes politiques, certains parmi nous qui ont des appétits de pouvoir créer le chaos pour leurs ambitions personnelles, elle sera obligée d'agir et on va devoir laisser d'abord l'armée gérer le temps qu'on s'asseye à la table. Donc je mets tout le monde en garde. Il faut que nous sachions que chaque acte que nous allons poser à partir de cet instant, ça va nous rattraper demain. Faisons très attention. Voilà, Moïse Guidjolga. Je m'empresse de réagir. Oui, je ne laisse même pas Paul terminer. Cette armée ne voit pas que le Cameroun, le peuple camerounais est assez paupérisé comme ça. Cette armée ne voit pas la misère du peuple camerounais. Et attends, à certains moments, l'armée est aussi garant des conditions de vie du peuple camerounais. Mais là n'est pas le débat. Moi, je voudrais dire, Serge Alain, on ne peut pas continuer dans un pays comme le Cameroun, indépendant depuis autant d'années, maintenir une partie de la population en dehors du jeu politique. La diaspora, pourquoi elle n'est pas autorisée à participer? C'est l'une des résolutions du grand dialogue national. Et nous attendons rapidement que le président de la République prenne un acte républicain, soit un décret, soit simplement en prenant cela et en posant sur la table l'Assemblée. Je dois dire qu'ici, jusque-là, Paul, nous spéculons, pour ce qui est du président de la République, encore moins du vice-président. Non, encore moins, je veux dire encore moins de nos parlementaires. Le débat sur la modification de la Constitution n'est pas encore à l'ordre du jour. Puisque jusqu'à l'heure où nous parlons, par mes informations, on a reçu le serment du professeur Ouna, membre du Conseil constitutionnel, et après on a déroulé l'ordre du jour. Jusque-là, on n'a pas inscrit à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée, de la session qui s'est ouverte avant-hier.
on n'a pas encore inscrit la modification. C'est vrai qu'avec le régime en place, il se trouve souvent qu'à 3 jours de la fin de la session, les projets de loi sont déposés sur la table. Sans te couper, je te rappelle qu'à la session budgétaire de novembre, c'est ce qu'ils font toujours depuis des années. Nous avons vécu ça, je suis témoin de toutes ces choses depuis. C'est pour ça que je veux dire ici qu'à l'ordre du jour déroulé aujourd'hui, il n'y a pas encore un projet de loi portant modification de la Constitution. Non. Peut-être ça interviendra. Pour le moment, nous sommes dans la spéculation et nous disons qu'il faut que nos gouvernants, notamment le président de la République et les parlementaires, je dis, ils sont 281 personnes sur 30 millions, qu'ils prennent leurs responsabilités. Il n'est pas question ici d'aller forcément s'attaquer à tel ou tel aspect de la Constitution. Je l'ai dit ici. Si nous nous en tenons simplement à la décentralisation, telle qu'elle est implémentée jusqu'aujourd'hui, Serge Alain peut nous rappeler le taux d'avancement. Est-ce que nous sommes dans un état où la décentralisation, la constitution votée, déposée par le président, initiée par le RDPC majoritaire, est-ce qu'elle est suffisamment appliquée? Vous lisez sur les visages de nos maires élus locaux, un peu comme du découragement. C'est vrai qu'eux-mêmes, pour la plupart militants du RDPC, ont pour sport favori le détournement des deniers publics, parce que quand ils ont la loi des finances de novembre, quand ils s'asseyent dans leur cabinet avec quelques proches, ils se demandent comment contourner la loi pour voler. Maintenant, le pouvoir central veut contourner en empêchant aux maires d'accéder facilement à l'argent. Ils ont ramené au niveau des préfets et des sous-préfets. Il y a déjà une grosse bataille entre ces deux structures. D'une part, le ministère de l'administration territoriale et d'autre part, le ministère du développement local et de la décentralisation. Il faut déjà que cela soit arbitré. Quand nous avons dans un pays où tout le monde viole la loi, à commencer par le président de la République, qui maintient des directeurs généraux à plus de 9 ans à des postes, les PCA qui ne sont pas mutés, des ministres qui continuent à cumuler, il faut bien s'attendre à ce qu'on va encore s'acheminer vers un tour de force. On va s'acheminer vers un tour de force et il faut donc que les Camerounais restent éveillés. Moi, je ne partage pas le langage qui voudrait qu'on parle d'opposition. Non, l'opposition, c'est un ensemble de partis politiques, je le dis et je le redis. C'est un ensemble de partis politiques qui peuvent se retrouver selon qu'ils partagent les mêmes idéologies, la même vision sur un point donné, à un moment précis, ou alors, selon que cela ne soit pas le cas, mais notre adversaire commun, ou l'objectif pour la plupart d'entre nous, c'est la conquête du pouvoir. Et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Tous les Camerounais, même le RDPC va vous dire qu'ils contribuent, qu'ils sont là pour améliorer la condition de vie des Camerounais, mais depuis 38 ans, on peut compter le nombre de points d'eau. On peut voir la situation avec l'eau potable, on peut voir la situation avec l'énergie électrique, sur le terrain. On peut voir combien de ménages au Cameroun peuvent manger, qui ne vivent pas en dessous du seuil de la pauvreté. Tout cela, c'est à mettre sur le compte du régime. Que de nous distraire encore maintenant avec une spéculation sur la révision de la Constitution. Serge Alain est dans son droit de nous inviter ici, de lancer un peu cela, parce que c'est l'alerte, c'est un signe d'alerte, et surtout que ça fait suite à une actualité déclenchée par un homme politique, il faut le dire, et c'est normal que nous prononcions dessus, mais nous disons que ce n'est pas là le seul et unique débat. Nous restons vigilants, et le vrai débat, c'est ce que tu viens de dire, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et pour le faire, nous avons la lutte contre le Covid. Nous avons le tapage médiatique des ramdams qui nous sont faits parce qu'on veut nous dire qu'au lycée Jos, tout est clair. Mais je ne suis pas sûr que si nous allons au lycée de Makiline, ce sera la même chose. Je ne suis pas sûr que dans un pays où, à la campagne présidentielle dernièrement, nous avons eu plus de 6 millions de tissus du candidat Paul Biya distribués aux Camerounais, et je sais qu'au moins un seul tissu coûtait au moins 8 000 francs CFA, et que certains en ont encore dans leur maison, et qu'on en soit seulement à 170 000 masques distribués à la communauté éducative par le président de la République. Il y a un problème. Il y a un problème, puisque ces masques, même pris sous la coupe de la SICAM, c'est 1300 francs le masque. Et avec 1300 francs, avec 8 000 francs,
on en paierait combien? Je crois qu'il faut interpeller nos gouvernants qui d'une manière ou d'une autre, sont en train de s'amuser, je dois le dire, avec la vie et la santé des Camerounais, parce que nous en avons vu déjà qui ont pris toute leur famille, mettre dans des avions et envoyer vers d'autres pays et nous laisser à nous-mêmes ici. Et pendant ce temps, tous les jours, tous les soirs, on nous dit il y a 284 morts de Covid-19. J'ai suivi avant-hier, Serge Alain, je ne sais pas, avant-hier, mardi, on avait 0 cas de décès. Et le mercredi, on nous a dit 274. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a 274 Camerounais décédés en une journée pour le Covid? On a dit 0 décès? Mardi. Oui. 0 décès annoncé. Et le mercredi, on a eu 274. Il y a problème. Non. Voilà, Aristide Mono, l'article 63 de la Constitution est clair. Dans l'alinéa 2, toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l'une ou l'autre des chambres. Lorsque on regarde la configuration actuelle, le RDPC à l'Assemblée nationale, c'est 157 élus, et au Sénat, c'est 63 sur les 70 élus. Est-ce qu'un élément pourrait empêcher qu'on en arrive à ce qui fait débat aujourd'hui? Serge, alors vous posez la question telle que vous venez de le faire, c'est demander aux militants, aux grands militants du RDPC de procéder à une autoflagellation ou alors d'être masochistes dans leur démarche. On sait bien que chacun de son côté, je parle de l'appareil gouvernant, chacun de son côté essaye de jouer sa partition pour maintenir le régime au pouvoir le plus longtemps possible. Donc demander à ce qu'il y ait un électron libre qui vienne jusqu'à exécuter un projet qui est pensé, c'est ma foi fait preuve de beaucoup de naïveté. Alors je pense que au regard de ce qui venait d'être dit sur votre plateau, il est important de cadrer en fait le débat et revenir sur les fondamentaux. Lorsqu'on parle de la modification d'une constitution, en principe, je pars sur base des postulats que nous avons assimilés en sciences politiques. Lorsqu'on modifie une constitution, ce n'est pas pour des enjeux purement politiciens. Ce n'est pas pour réguler la manière dont les uns et les autres vont aller dans la conquête du pouvoir ou opérer dans la conservation du pouvoir. Ce qui est important dans la modification de la constitution, c'est de poser les bases de fonctionnement de l'État, parce que c'est la mère des normes, comme le disent certains, c'est la norma norma, c'est la constitution qui donne le ton, c'est la constitution qui définit comment est-ce que les autres dispositions subalternes devaient être respectées. Donc on doit se mettre en tête que lorsqu'il y a, lorsqu'on pose la problématique de la communication, c'est la reprolongation de l'État. J'ai parlé tout à l'heure des questions qui étaient plus cruciales que l'histoire de politiciens, des luttes de pouvoir et autres. Parce que j'ai l'impression que les uns et les autres voient la modification de la Constitution uniquement dans la perspective peut-être de la conservation de la conquête du pouvoir. Non, il y a d'autres problématiques, ou alors il y a d'autres exigences. Lorsqu'on parle de la modification de la Constitution, je venais de parler tout à l'heure de la nature des États. Nous sommes dans un État décentralisé. Aujourd'hui, il y a un réel débat sur le fédéralisme. Pourquoi ne pas s'ancrer le débat ou orienter le débat dans la nature, vers la problématique de la nature de l'État, c'est-à-dire poser le problème du fédéralisme qui pourra en fait réduire ces replis identitaires ou alors la résurgence de revendications donc s'ancrer plus. Il y a la question même du design institutionnel. Aujourd'hui, vous avez un Parlement à deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a faire, par exemple, le bilan du Sénat. Quelle a été la plus-value du Sénat dans le travail parlementaire? Quelle a été la plus-value du Sénat dans le rapport entre les différents pouvoirs, les législatifs? Aujourd'hui, pour celui qui est un peu plus touché dans la liste, c'est clair que
le Sénat en fait, occupe plus dans toutes ces démarches-là. Est-ce qu'il faut donc continuer avec une chambre budgétivore si vous considérez cette institution qui n'a pas impacté réellement la vie pour les hommes politiques dans un pays qui a des soucis de trésorerie? Donc je pense qu'il faut aller vers des vrais débats. Certes, les questions d'alternance doivent être prises avec le principe. Mais toujours qu'il y a des éléments un peu plus fondamentaux sur lesquels nous asseoir lorsqu'il faut penser à la modification de la Constitution. Maintenant, est-ce que les forces oppositionnelles, ceux qui se revendiquent des courants alternatifs, ont des ressources nécessaires pour pouvoir marquer? Je pense que si on passe sur la voie institutionnelle, normal, nous pouvons passer des ressources d'influencer une législation qui peut être dans le régime ou pas. Parce que l'alternative qui reste aujourd'hui à l'opposition, c'est de sortir hors du jeu institutionnel et se retrouver, par exemple, dans une super pouvoir influencer. Parce que si on reste dans le cadre institutionnel, il n'y a pas de terminologie qui a cours dans des motifs. Il n'y a pas match pour opposer, RDPC, sereine ou est-ce qu'il y a quelquefois les qui pourront... Voilà, on va revenir à Aristide. Oui, Moïse Guitongane. Oui, même si j'ai pas très bien suivi Aristide de par la magie des ondes, mais je dois dire ici que il est bon de constater et de reconnaître qu'aujourd'hui, l'âge du président de la République, son aspect physique, nous fonde à prendre des dispositions en tant que Camerounais, tous d'ailleurs, et lui en tête, pour que si demain il venait à ne pas être là, que le Cameroun ne plonge pas. D'où le débat donc. Dans une guerre. D'où le débat qui est alimenté dans les chaumières. Oui. Et il va de soi que, revenons sur cette histoire, par exemple, de... Mais certains disent que c'est encadré par l'article 142. Oui, en revenant sur cette histoire de vice-présidence, par exemple, oui. Nous ne sommes pas forcément, nous, au SDF, nous ne sommes pas contre l'idée d'une vice-présidence. En attendant que ce débat, qu'une modification éventuelle de la Constitution soit mise à l'ordre du jour de l'Assemblée, parce que je dois dire qu'il y a eu un congrès aujourd'hui du Parlement, il peut en avoir un autre demain, et qu'à ce moment, donc, il s'agisse de la modification de la Constitution, et là, il y aura débat, il y aura matière à débattre, mais dans nos spéculations, nous ne sommes pas forcément contre, sauf que nous pensons que cela devra intervenir dans le cadre d'un ticket à deux, c'est-à-dire un scrutin de liste avec un président et un vice-président, et non un vice-président nommé. Tout à fait. Nous pensons qu'il faille avoir un président et un vice-président pour peu que les deux ne soient d'abord issus d'un scrutin de liste et ne soient pas forcément de deux grands groupes, disons-le, anglophones et francophones. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'on ait deux candidats. En 2025 une fois. Cela peut intervenir en 2025. Comme cela peut intervenir en 2020, même en 2021, même en 2022. Ah, je crois que je parle à un homme politique sur le plateau et que ceux qui me coûtent au-delà, en dehors d'ici, comprennent très bien ce que je veux dire. Voilà. Nous ne voulons pas vivre une situation à la Burundi. Non. Nous ne voulons non plus vivre une situation à la Burkina Faso. Parce qu'il ne faut pas exclure cela aussi. Mais nous disons ici que nous sommes d'accord que la démocratie joue pleinement son jeu avec la loi qui est là et que toutes les parties soient conscientes. Comme l'a dit Paul à l'entame de son propos ici dans son développement, qu'on aille vers, je le dis bien, une transition, plus ou moins, une fin de règne du président Biya apaisé, et je veux dire calme. Parce qu'il faut le dire, on va de plus en plus vers la fin de son règne. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut même être fier de le dire, pour avoir travaillé pendant autant de temps. Je crois que lui-même songe très rapidement à vouloir, pourquoi pas, se reposer. Voilà. J'ai suivi. Vous maintenez le ticket, c'est-à-dire l'entrée du
vice-président? Non, moi je maintiens. Oui. Vous voyez que nous, les hommes politiques, nous savons de quoi nous parlons parce que... Non, Moïse Guidjolgan, lui, pense que ce sera pour un ticket. Quand on dit ticket, vous êtes pour la nomination non, tout de suite? Non, je vous ai dit que je suis pour l'élection. Ce que je vous ai dit, c'est que comme moi j'ai proposé qu'on fasse élection pour la vice-présidence, mais les gens qui sont au pouvoir, ils ne feront pas cela. C'est ce que je vous ai dit, qu'il ne faut pas se leurrer. Vous savez que ce régime, en 38 ans, nous de l'opposition, nous avons échoué et ils n'ont jamais échoué à faire passer un projet de loi. C'est pour vous dire qu'il faut être réaliste. Ils ne vont pas faire ce que nous de l'opposition nous pensons qui est bon pour les Camerounais. Ils vont faire ce que ils pensent. Mais jusque-là, pour tous les projets de loi ont été l'émanation du gouvernement. Effectivement, du président de la République. Toutes les propositions doivent faites par le SIF ils ont été balayées du revers de la main. Et c'est même là où je voulais en venir. C'est que par le code électoral consensuel dont on parle, le code électoral consensuel existe. Il existe. Mais les gens ne le savent pas. L'UDC, le SDF, l'UPC, le MDP, le Samuel Bois ont travaillé sur le code électoral depuis au moins 1996. Il n'y a rien de nouveau de toutes les propositions qui sont dites là. Okay. Seulement, nous n'avons pas eu la chance de faire passer cela au Parlement. Parce que le RDPC a toujours eu la majorité. Mais le code électoral consensuel existe. C'était pour dire à Aristide, par exemple, que lui, il voit qu'il faut changer la constitution en dehors de cela. Nous sommes les hommes politiques. Nous savons à qui nous avons affaire en face. Eux, ils ne voient pas la politique comme lui. Eux, ils voient tout simplement que quand il faut changer la constitution, c'est pour essayer d'arranger. D'ailleurs, en 1996, on leur a imposé la tripartite. Rappelez-vous, nous sommes allés, on a fait la modification constitutionnelle en 1996 sur la décentralisation dont Moïse parlait. Où en sommes-nous? Non, ils sont allés ajouter un adverbe. Voilà. Nous sommes à 24 qui ne figurait pas sur la résolution. Sur la résolution, mais en dehors de la salle, on a ajouté progressivement. Les institutions se mettront en place à 24 ans de décentralisation progressivement. Et nous n'avons toujours pas de conseils régionaux. Effectivement, comment on n'a pas de conseil régional, mais on a les sénateurs. Alors que les sénateurs sont issus des régions. Ça ne tient pas. Et c'est pour dire ici que nous sommes les hommes politiques, nous sommes réalistes, nous connaissons comment ce régime fonctionne. Et d'ailleurs, il y a l'un des enjeux à cette session parlementaire, celle qui se tue actuellement, c'est de former un groupe parlementaire de l'opposition. Parce que même si aucun parti d'entre nous a 16 députés, le SDF en a 5, l'UDC en a 4, le PCN en a 5 et l'UMS en a 2. Ça fait 16 députés. Ça veut dire que nous sommes capables de former quand même un groupe parlementaire pour avoir une conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse au moins introduire certains débats à l'ordre du jour. Mais que fais-tu de certaines plateformes entre certains partis dits, entre les partis de l'opposition naturellement et le RDPC, et surtout que pour la plupart de ceux que tu cites, c'est des partis de la majorité présidentielle. Non, je n'ai pas cité l'UNDP, le FSN. Paul, je voudrais qu'on reste réaliste. Je ne veux pas qu'on essaie de... Il n'a pas cité les partis de la majorité présidentielle. Non, moi je n'ai pas parlé des partis. J'ai cité les partis qu'on considère ceux de l'opposition, c'est-à-dire l'opposition qui est non gouvernementale, qui n'est pas le gouvernement. Le SDF a 5 députés, nous l'UDC en a 4, le PC en a 5 et l'UMS en a 2. Avec ces 16 députés, on aura un groupe parlementaire. On peut dire, comme le SDF est le plus ancien et le plus aguerri de tous, qu'il est la présidence parlementaire. Monsieur aussi étant déjà membre du bureau de l'Assemblée, le peuple dont l'honorable Nietzsche légitimement peut le revendiquer. Le PCRN a une dynamique et il a plus de députés que nous l'UDC. Il peut prendre la vice-présidence s'il faut proposer des gens. Moi, par exemple, il y a un député au PCN qui est très brillant, l'honorable Roland ici, qui est une femme, même si elle a son premier mandat, elle peut. Et nous, l'UDC, en venant en troisième, on peut prendre le secrétariat. Mon camarade Koupi Tadamou, par exemple, qui est porte-parole de l'UDC à l'Assemblée nationale, a tous les critères pour remplir une telle fonction. Et ça nous permet d'avoir un groupe parlementaire de l'opposition, ne pas laisser le RDPC faire son tam-tam seul à l'Assemblée. Comme ça, on peut imposer... Avec ses alliés. Oui, effectivement. Donc, je préfère ne pas les citer. Moi, je ne parle pas du NDP autre. Non, donc, au moins, on peut, à ce moment, introduire des ordres du jour à l'Assemblée nationale. Il y a la question de la crise anglophone. Vous savez, l'Assemblée nationale n'a jamais débattu sur la crise anglophone, même si l'honorable Wiba, que je félicite et salue en passant, a essayé de faire un coup de force une fois pour en parler. Donc, il y a beaucoup de problèmes dont nous devons en parler. Et nous, l'opposition, qui sommes à l'Assemblée nationale, qui avons décidé d'aller à l'Assemblée nationale, parce que nous savons ce que c'est que d'être à l'Assemblée nationale, c'est de défendre les intérêts camerounais. Nous devons essayer de nous réunir lors de la session actuelle pour avoir ce groupe parlementaire. Voilà, Aristide Mono, on va terminer avec vous. C'est
déjà l'autre, je venais de suivre le prédécesseur. Je pense que l'analyse mythologique ne s'accommode pas dans de la fiction, en fait. Parce que lorsqu'il dit que l'opposition camerounaise a de quoi se faire entendre au niveau du Parlement en revenant sur des coalitions, je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on aura un groupe parlementaire alternatif au Parlement. On a vu le SDF a voulu un groupe parlementaire. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau avec cette présence-là? Je pense qu'il faut être un peu réaliste. C'est pourquoi j'ai été clair dans ma démarche tout à l'heure. Si on rentre dans des joutes institutionnelles, l'opposition ne peut rien faire. Ça, il ne faut même pas rentrer dans l'illusion. L'opposition ne peut rien faire. La seule voie qui reste à l'opposition, je l'assume, du point de vue objectif, la seule voie qui reste à l'opposition, c'est d'engager peut-être donc une distance au-delà des voies parce que la bataille a été perdue. Et là, il y a eu des élections en février 2020. L'opposition a été copieusement battue sur le champ institutionnel. Maintenant, il faut voir donc dévier donc le mode d'action politique pour bousculer les choses. On a vu en 1990, ça ne s'est pas passé dans des canaux institutionnels. On a vu comment la masse critique s'est imposée et forcé des concessions. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de rentrer dans des rêveries en pensant que le régime ou l'ordre dirigeant en place va offrir des beignets à l'opposition. Non, le pouvoir s'arrache au pouvoir et poser un certain rapport de force important. Si ce n'est pas le cas, il faut donc tout simplement s'asseoir et applaudir le RDPC à certains qui estiment qu'il peut y avoir des solutions au sein de cette opposition qui, ma foi, est déjà très définie avec une opposition qui commence toujours voilà, se déchirer les doigts. Il faut peut-être attendre une certaine résolution sur le peuple camerounais. On ait des modifications constitutionnelles qui répondent aux aspirations de ceux qui portent aujourd'hui l'idéal démocratique en leur cœur. Si aujourd'hui le président de la République décide de passer par la force, en tout cas pas de passer par la force, de passer par il n'y aura pas d'obstacle. Il faut penser autre chose, il faut penser orchestratif. Même il faut parler de ça tout à l'heure, il y a des propositions qui ont été faites. Le problème n'est plus dans l'élaboration. Voilà, merci Aristide Mono. On se retrouve, on vous retrouve après le 20h de Nadine Yambou. Madame, Monsieur, ce sera pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités ici en plateau, ainsi qu'à vous également, là-bas Aristide Mono, depuis Yaoundé. Une plage de pub et ce sera Nadine Yambou pour le 20h.